Tiens, je me posais une question. C'est quoi le savoir? Un moyen de survivre? D'améliorer sa vie? Se faire plaisir? J'imagine que c'est un peu tout ça, même plus. Mais plutôt que de faire une thèse éco plus sur le savoir, je vais plutôt tenter de comprendre comment on fait pour savoir des choses. Avertissement. À ce niveau de mon exposé, il me semble bon de préciser que je ne suis pas un scientifique, ni un philosophe, ni un expert. Je suis juste un gars qui a un peu étudié dans son coin et qui a pris un peu de temps pour réfléchir. Donc ici, on sera davantage dans une recherche d'objectivité, avec ce que ça peut inclure de subjectivité. Ainsi, je ne proclame pas de vérité universelle, mais plutôt ma vision des choses, qui, bien entendu, est susceptible d'évoluer, mais qui dans cette vidéo se retrouvera fermée sur une somme d'expériences données. Fin de la parenthèse. Commençons. Le savoir, c'est pas un truc qu'on retrouve tel quel. C'est plutôt quelque chose qui a été raffiné et qui sert à quelque chose. Comme un outil. Dans la nature, on ne retrouve pas de tournevis dans les arbres, dans la roche, en tout cas, pas sans intervention humaine. Et pour faire un tournevis, il nous faut différentes matières que l'on raffine, que l'on met en forme et que l'on adapte pour pouvoir s'en servir aisément. Le savoir, c'est un outil. La question suivante est, comment on fabrique cet outil-là? Ou plutôt, qu'est-ce qui nous permet de fabriquer un savoir? Tout d'abord, cela dépend de quel savoir on parle. En science, si j'ai bien compris, il existe trois types de catégories de savoir. Les espaces logico-formels, les espaces expérimentaux et les espaces assertoriques. Dans le logico-formel, on a des vérités qui correspondent à un cadre dans lequel elles sont considérées comme telles. 1 plus 1 égale 2 dans une mathématique décimale classique. Par contre, 1 plus 1, c'est égal à 10 en binaire. Elles ont donc besoin d'un cadre, de règles. Dans le jargon, on appelle ça des axiomes. Dans cette catégorie, on retrouve les mathématiques, la géométrie, l'informatique et d'autres. Comme ces sciences dépendent de leurs axiomes, elles demeurent inaffectées par le temps et l'espace. 1 plus 1 égale 2 sera toujours vrai dans n'importe quelle société, quelle que soit l'époque, tant que le cadre existe. Les sciences expérimentales se traduisent par des hypothèses dont on va essayer de démontrer la validité, ou l'invalidité d'ailleurs, ça dépend des cas. Pour cela, l'expérience regroupe un certain nombre de paramètres qui peuvent être reproduits en laboratoire. Dans cette catégorie, on a la chimie, la physique, la biologie et bien d'autres. Par exemple, si on dit que l'eau entre en ébullition à 100 degrés Celsius, c'est pas une vérité totale. Car pour cette expérience, il faut que l'eau soit pure, et connaître la pression atmosphérique à l'endroit où l'on fait chauffer l'eau, et sans doute d'autres paramètres. Ça devient un peu plus compliqué car on doit gérer plus de paramètres. Bon, pour l'eau j'ai peut-être un peu exagéré, mais pour tous ceux qui auront vu ne serait-ce que le premier épisode de Breaking Bad, pour obtenir un composé, il faut passer par des étapes cruciales qui ne peuvent pas être faites au hasard. Et si vous n'avez pas vu cette série, vous n'avez qu'à songer à la cuisine, puisque c'est une forme de chimie aussi. Donc ici, on dépend des nombreux paramètres du cadre, qui lui est réel. Pour ce qui est des sciences assertoriques, elles énoncent des vérités de fait ou des présomptions qui sont tenues pour vraies jusqu'à preuve du contraire. Plusieurs exemples. Charles de Gaulle est mort le 9 novembre 1970. Bon, c'est une vérité qu'on estime comme vraie, et pour prouver que c'est faux, il faut avoir de sacrées preuves. Autre exemple, les classes populaires écoutent plus de rap que les classes supérieures. Ceci est une phrase faite au pif. Pour prouver que cela est faux, il faudra simplement faire une enquête avec un échantillon représentatif suffisamment grand et d'autres données qui attestent les critères de la présomption de base. Dans les espaces assertoriques, on retrouve la sociologie, l'éthologie, l'histoire et bien d'autres. Parenthèse sur la sociologie, parce que quand même on entend beaucoup de bêtises sur le net. La socio, c'est une science qui tente d'expliquer le fonctionnement de certains groupes sociaux par l'objectification de certaines données. Ça sert pas à juger ou à placer un groupe au-dessus d'un autre. D'ailleurs, il y a diverses écoles de sociologie qui traitent le sujet à des échelles différentes, voire qui ne traitent que des relations et ou interrelations sociales. Bref, c'est un sujet vaste, mais rappelez-vous que la sociologie, c'est une science qui fait des présomptions qui sont ancrées dans un espace et un temps définis. Évidemment, les sociétés évoluent, ainsi que les relations entre les gens, en fonction de l'environnement, des mœurs, etc. Fin de la parenthèse. Parce qu'on aura beau faire tout ce qui est humainement possible, il est impensable de reproduire expérimentalement des résultats sociaux en un lieu et un temps donné. Mais ça, c'est pour la science, et je suis pas scientifique. On va plutôt parler des choses du quotidien. Ces événements qui se présentent à nous et sur lesquels on peut tenter de trouver un sens et en dégager un genre de savoir pratique de la vie de tous les jours.
Revenons à ma question de base, de quoi sont composés les savoirs? Pour ma part, ce sont les informations. Alors ici, je parle pas des émissions de télé qui traitent de l'actualité. Ce sont les données brutes de décoffrage qui nous sont offertes. Cependant, cela nous pose un problème, ces données ont besoin d'être interprétées pour être digérées par le cerveau. On va prendre un peu de temps pour être sûr que je ne crée pas de problème de compréhension. Et je vais même faire l'effort de faire référence à un film. Dans un des films de la saga Harry Potter, le protagoniste embrasse une fille dont il est amoureux. Et durant ce baiser, la dite fille se met à pleurer. Quand il l'annonce à ses amis, Ron lui demande si c'est du fait qu'il aurait mal embrassé. Hermione, quant à elle, explique selon elle pourquoi le baiser aurait fait pleurer la jeune fille. Et ces raisons seraient liées à un traumatisme émotionnel pas tout à fait guéri. Bon, même si mon exemple est un peu simpliste, on a là deux personnages qui reçoivent une information, et qui la lisent différemment en fonction des savoirs qu'ils possèdent déjà. Ron et Hermione possèdent tous les deux une grille de lecture de l'événement qui est différente. Et pour finir sur cet exemple, Ron voit aux pleurs une cause endogène, c'est-à-dire interne. La faute de Harry parce qu'il embrasse mal. Alors que Hermione y voit un entrecroisement de causes endogènes, donc intérieures, et exogènes, c'est-à-dire extérieures. Un tissage de causes qui mène à une conséquence. On appelle la manière de lire les informations une grille de lecture. Et on va pas se mentir, si une grille de lecture peut être efficace dans un contexte, elles peuvent rapidement devenir un handicap à la réflexion. Comme il s'agit d'interpréter la complexité du réel avec un morceau de chair mou enfermé dans une boîte en os, on comprend bien qu'à un moment donné, on a besoin de trouver un moyen de faire au plus simple, et pas forcément au plus satisfaisant, et encore moins à l'optimal. Franchement, faut pas déconner. Hein. Cette interprétation est nécessairement incomplète, car elle s'axe sur ce qu'on a choisi de mettre en valeur pour comprendre. Je m'explique par un petit quiz. Si on vous dit que les problèmes de France sont dus 1. Aux chômeurs, 2. Aux immigrés, 3. Aux bourgeois, et 4. À l'Europe. Laquelle de ces visions est une grille de lecture? Inutile de faire durer le suspense, car il y avait un piège. Chacune des propositions est une grille de lecture différente des autres. Cela ne rend pas forcément ces propositions complètement fausses pour autant. Là, forcément, je fais des raccourcis. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de développer ces grilles sur des centaines de pages et autant de sujets particuliers. Ce que je trouve intéressant avec la grille de lecture, c'est que ça offre des clés pour comprendre le monde via une interprétation. Le danger, par contre, c'est de s'enfermer dans une grille et de renier les événements qui contredisent la grille, et même pire, tordre la réalité pour qu'elle soit conforme à la grille. Comme tous les outils, il ne faut pas y développer une dépendance morbide et aveugle. Sinon, c'est la stagnation de la réflexion, la privation de l'évolution de la pensée. Comme tous les outils, on en a besoin, mais on a davantage besoin de comprendre les avantages et les limites de ces outils pour que notre compréhension ne soit pas bêtement binaire. Sinon, on tombe dans un trip un peu simpliste de dire que tel est bien et tel autre est mal. Bon, on l'a tous fait, c'est vrai, hein. Mais bon, il faut essayer de penser par soi-même. Se remettre en question et faire en sorte de ne pas s'aliéner les gens qui ne pensent pas comme nous. Sinon, on s'en sort pas. Pardon, on me dit dans l'oreillette qu'on ne s'en sort pas. Ah, bon, tant pis, hein, je continue. Hein. D'ailleurs, je pense pas qu'à un moment on peut avoir une grille de lecture complètement convenable à toutes les situations possibles. Cependant, je pense qu'il est possible de faire en sorte d'avoir plusieurs grilles de lecture qui sont attachées à des contextes précis. On ne lira pas forcément les choses de la même manière suivant l'environnement, qu'il soit professionnel, amical, familial, amoureux, etc. La grille de lecture est donc déterminée par plusieurs facteurs. Le contexte, nos connaissances théoriques, notre expérience pratique, et notre potentiel d'ouverture-fermeture à d'autres grilles de lecture. Ce qu'on remarque, c'est que tous ces facteurs ne sont pas figés, mais ils ont toujours tendance à s'enrichir avec le temps. Mais ça aussi, c'est un peu une grille de lecture. Et pour expliquer ce qu'il se passe sans grille de lecture, je vous propose l'instant étymologie barbare. Attention, l'étymologie est une discipline sérieuse, c'est-à-dire que l'instant qui va suivre est une tentative qui permet d'appuyer mon propos et qui n'est pas validée ni par des linguistes, ni des spécialistes, ni quelconque recherche sérieusement menée. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette capsule le mot information. L'information est l'ensemble des objets qui ne sont pas matériels. N'étant pas matérielle, l'information n'a pas de forme physique. On peut dire qu'elle est donc sans forme. Pour être tout à fait clair, elle est informe. Grâce à une grille de lecture, on peut contextualiser ou former une interprétation du monde réel. Sans grille de lecture, on accumule de l'informe sans pouvoir le formaliser, c'est-à-dire le mettre en forme. Notre pensée deviendra alors elle-même informe. Comme pour la malbouffe, des infos sans grille de lecture nous remplissent l'esprit,
mais pas pour avoir un esprit super musclé et fonctionnel malgré ses défauts sur certaines activités, mais plutôt un esprit obèse et incapable de faire travailler les muscles de la pensée. Attention, pour votre santé mentale, pensez à consommer de l'information avec modération. Pour votre santé mentale, réfléchissez par vous-même au moins 30 minutes par jour. Merci. Ceci était un message de Santé Réflexion France. Ceci dit, si le savoir, l'outillage intellectuel peut devenir une fin en soi, personnellement je crois que la recherche de pertinence et l'efficacité de ces outils doivent permettre, au-delà des savoirs, de comprendre certains principes qui peuvent guider l'humanité vers une forme de maturité et de sagesse. C'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement les vieux proverbes. Par exemple, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Autre propre n'est point poissonneuse. Langue de miel, langue de fiel. Au-delà de l'effet nostalgie de l'imaginaire collectif, ces proverbes sont un peu comme des bouteilles jetées à la mer du temps. Transmettre un message clair, éclairant, tout en étant concis, qui prend quelques minutes pour pouvoir le comprendre. Même si nous ne sommes pas tous des scientifiques ou des philosophes, ça n'empêche pas d'essayer de faire preuve de méthode, d'autocritique et d'ouverture d'esprit dans nos réflexions de la vie de tous les jours. Les proverbes sont aussi un excellent moyen de causer de la transmission du savoir, mais ça on en causera une prochaine fois. Pour donner un exemple qui va clôturer cette petite émission, si vous ne supportez pas quelqu'un pour ses idées, peut-être vous n'avez simplement pas l'envie de comprendre son mode de réflexion. Dites-vous bien que c'est pas parce qu'on reste entre gens qui pensent pareil qu'on a raison de croire que la vérité qu'on partage est la vraie vérité parfaite et ultime. Il faut sortir un peu et se frotter à des modes de pensée qui nous sont étrangers, ne serait-ce que pour réussir à cerner les contradictions de la pensée qui nous habite. C'est pas grave de faire des erreurs, hein. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte de ces erreurs pour pouvoir avancer et accepter les erreurs du passé, les siennes et celles des autres. Voilà, passez une bonne journée et soyez a priori bienveillant avec ceux qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Ça peut vous rendre plus intelligent et plus sympathique. Et ça, on en a sacrément besoin en ce moment.